Merci Amédée et Agnès d'avoir pensé à nous pour cette grande réunion. Le titre, c'est de l'exploration à l'exploitation. Et effectivement, il y a une bonne légitimité à ce que Michelin vienne vous parler aujourd'hui. De l'exploitation, d'abord, si on se met en aval, on estime aujourd'hui que les pneus consomment à peu près 70% de la production de caoutchouc naturel dans le monde. Le reste étant, allez à rappeler quelques produits, beaucoup dans l'automobile, les joints, tout ce qui est isolation. Il a souligné évidemment les préservatifs qui prennent une place croissante. On pourra d'ailleurs y revenir parce que je crois que Jérôme Mont-Saint-Jean est pas tout à fait d'accord avec lui sur la composition de ce produit. Bon, enfin, c'est peut-être pas l'essentiel de la conférence d'aujourd'hui. Et puis également d'autres produits. J'aperçois la girafe la fameuse girafe qui, et je ne sais pas si les responsables de cette belle société sont présents. Auquel cas, je suis heureux de saluer des collègues puisque nous avons en commun de tirer le meilleur profit du caoutchouc. Donc de l'exploration, mais l'exploitation, c'est aussi, et Francis Allais nous a beaucoup conduit de l'exploration un petit peu au début de l'exploitation. Je veux dire qu'il nous a beaucoup montré la partie cueillette, si je puis dire, c'est-à-dire on va chercher le caoutchouc dans la forêt, dans des arbres existants. C'est simplement tout à fait à la fin qu'il nous a montré maintenant qu'on a passé à une forme d'exploitation, c'est-à-dire véritablement de culture de l'EVA. Alors cette partie-là, très largement, c'est Jérôme Mont-Saint-Jean qui est ici, qui traitera. C'est Jérôme Mont-Saint-Jean, nous nous connaissons depuis 18 ans, on s'est connus en Thaïlande. Jérôme Mont-Saint-Jean a successivement dirigé Michelin en Finlande, ça c'est loin du caoutchouc, en Grèce, mais ensuite c'est lui qui a démarré Michelin en Chine il y a maintenant 20 ans, puis au Japon, puis en Thaïlande. Il parle toutes ces langues d'ailleurs, du finlandais au japonais, en passant par le chinois, le grec. Et depuis 11 ans, il dirige à Singapour les achats de caoutchouc de Michelin. Michelin achète 10% du caoutchouc mondial. Donc c'est vous dire que si on a avec lui, et c'est pour ça que je lui laisserai la plus grande partie du temps qui nous a été alloué, parce que c'est vraiment, je crois, un connaisseur exceptionnel de cette activité sous toutes ses formes, comment, où, avec qui, etc. Et je dirais simplement peut-être quelques mots sur l'histoire. Je ne vais pas revenir, parce qu'on a eu des photos magnifiques tout à l'heure. Donc, vous voyez, même la contamine, je rajoute un autre Français qui lui aussi a un peu contribué. Mais passons assez rapidement sur l'histoire du caoutchouc. Peut-être avec un œil d'industriel, je dirais quand même quelques mots. On a bien dit début du 19e siècle, les imperméables, c'était Monsieur Mackintosh. Rendons-lui cet hommage. Et puis ensuite, vous avez, avec raison, voilà la zone dont a parlé Francis Allais, vous voyez le sud de l'Amazonie. Et voilà le fameux Anglais qui a transporté les 66 000 graines, dont il est resté 22, qui sont à l'origine de l'évéaculture en Asie. Mais ce que je voudrais dire, c'est que Goodyear, malheureusement pour lui, c'est pas lui l'entreprise Goodyear, c'est lui qui a trouvé, mais malheureusement il a fait comme Palissy qui courait vers la découverte de la céramique. Lui, il voulait trouver l'usage du caoutchouc et il s'est ruiné à ça, parce que ce qui a bien été dit tout à l'heure, c'est que le caoutchouc, quand il était brut, il n'est pas élastique, il est plastique. C'est-à-dire que si vous appuyez ou tirez, il se déforme, mais il ne reprend pas sa forme initiale. Et il est collant en plus. Et ce qu'a découvert Goodyear, c'est ce que vous avez expliqué tout à l'heure, la vulcanisation. Il l'a découvert dans un moment de désespoir, au moment où véritablement il croyait ne plus arriver. Il a jeté un morceau de caoutchouc en l'air. Il est retombé dans la poêle à frire dans laquelle sa épouse faisait cuire leur repas. Et cette cuisson a modifié la composition du caoutchouc. Et la vulcanisation, et c'est important, le caoutchouc est de plastique qu'il était, est devenu élastique. Vous avez compris. C'est-à-dire qu'il se déforme, mais il reprend sa forme d'origine. Et vous comprenez toute l'importance de ça pour un pneu ou pour un préservatif. Et donc, voilà le point. Et dernier point, alors là, je vais faire quand même une correction. Les Michelin ont fait vraiment cette course, mais ils sont arrivés derniers. Et pas premiers. Parce que leur voiture s'appelait l'Éclair. Pourquoi? Parce qu'elle se déplaçait en zigzag. Mais ils ont gagné très vite derrière une course de bicyclette. Pourquoi? Parce que le pneu qu'avait inventé Dunlop, vous l'avez rappelé, il fallait le coller sur la jante. Donc quand vous creviez, il fallait 6 heures pour réparer. Et eux ont inventé le pneu démontable. Et pour prouver leur supériorité, ils ont organisé une grande course et ils avaient semé des clous sur la route. Et évidemment, les pneus Michelin se réparaient plus vite et ont donc gagné la course. Et ensuite, ça a été... Alors je vous reparlerai de Michelin un petit peu après. Et ça a été ensuite une course d'évolution technologique. Francis Allais en a rappelé une parmi les plus majeures, qui était celle du pneu X. Alors, ça, c'était simplement pour rappeler l'histoire. Simplement, vous voyez, la Société des matières premières tropicales, c'est celle que dirige Jérôme Mont-Saint-Jean, sauf que ceci, évidemment, entre les deux guerres. Et vous avez là
quelques photos de plantations Michelin en Indochine. La Tirtaine, c'est la petite rivière qui traverse le siège social de Michelin à Clermont-Ferrand, qui avait donné son nom au bateau sur le fleuve d'où partait. Alors, je vais peut-être pas aller beaucoup plus loin sur le caoutchouc, parce que Jérôme Bonsageon va vraiment vous dire d'où il vient, etc. Mais je voudrais simplement quand même, il le dira après, encore une fois, en tant que consommateur de caoutchouc, l'image qui vous a été donnée il y a un instant est l'image traditionnelle, c'est-à-dire celle des seringos au Brésil. Aujourd'hui, le Brésil ne produit pratiquement plus de caoutchouc, ça a été dit, mais surtout cette période abominable, effectivement, il a rappelé ce qui est arrivé aux Indiens, on disait que pour une tonne de caoutchouc, il y avait 7 morts. Mais ceci, et je crois que c'est important, vous avez vu tout à l'heure, le début de la culture, c'est les quelques graines rapportées en Malaisie, 1877. Le premier pneu, en gros, de Michelin, c'est 1890. Donc l'industrie du pneumatique s'est développée avec les pneus d'exploitation tels qu'ils vous seront décrits tout à l'heure et pas avec cette culture. D'ailleurs, aujourd'hui, sauf au Brésil, vous avez vu des petits pains de 90 kilos, vous verrez que Michelin achète ses caoutchoucs généralement en feuilles. Donc, si vous voulez, je crois que là-dessus, attention, l'image brésilienne est une image tragique. D'autre part, le climat, aujourd'hui, microcyclus et d'autres raisons font que l'activité du Brésil est à peu près nulle. Michelin avait 2 grandes plantations au Brésil, je les ai connues, je peux vous dire qu'il ne s'y passait absolument pas ce qu'on a vu tout à l'heure sur le film, et pour y avoir passé du temps. Et simplement, c'était une période, je dirais, un peu tragique de l'histoire du caoutchouc, et qui n'est pas à l'honneur de ceux qui se sont enrichis là-dessus. Mais encore une fois, très vite, on a passé de la cueillette, c'est-à-dire je vais dans la forêt et j'essaye de capter un peu de latex, à l'exploitation. Alors un mot peut-être puisque je vous ai quand même dit que le pneu consommait 70% de la production mondiale, ben vous voyez, le marché du pneu dans le monde, c'est 187 milliards de dollars, c'est un marché important. Vous voyez que le premier, malheureusement, n'est pas Michelin, mais Bridgestone. Bridgestone est plus puissant que nous en Asie. Michelin est le premier en Europe occidentale, et ce qu'on sait moins, et c'est pour moi un grand sujet de satisfaction, depuis 3 ans, nous sommes le numéro 1 en Amérique du Nord. Ce qui est évidemment important, parce que c'est un marché qui est difficile et extrêmement important. Vous trouvez les grands acteurs. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que si on avait fait cette photo il y a 20 ans, les 3 plus gros étaient beaucoup plus gros. C'est-à-dire qu'on voit arriver à gauche, et vous voyez des numéros, des noms, vous voyez des logos chinois ou japonais. JT, c'est indonésien, c'est Rubber, c'est Shengxin, c'est chinois. On assiste actuellement à un bouleversement dans cette industrie. Il est très probable que Pirelli, oui, qui est un des gros Français, des gros Européens, passe sous contrôle chinois. C'est ce qui a l'air de se préparer actuellement. Et donc, on est amené aujourd'hui, il faut que vous le sachiez, que nos grands industriels occidentaux sont soumis à une concurrence extrêmement violente qui trouve évidemment son origine essentiellement en Chine, en Corée et maintenant en Indonésie. Acteurs qui profitent bien sûr de prix de revient plus bas. Ce qu'on oublie surtout, c'est que, mais là je vais vous faire un cours d'économie parce que je vous casse les pieds, mais il y a les coûts salariaux, mais il y a aussi ce que les Américains appellent les legacy costs. C'est toute l'historique. Vous êtes d'un côté avec des usines anciennes, avec un personnel ancien, des législations sociales rigides, des législations économiques rigides, et de l'autre côté des gens qui démarrent des usines toutes neuves sur des marchés en forte croissance, alors que les marchés occidentaux, je dirais dans l'instant, sont des marchés qui sont totalement stables. Donc je crois que ce qu'il faut se retenir là, c'est qu'il y a 3 très grands acteurs, que Michelin est incontestablement le plus fort en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest, que Michelin a la plus belle marque, que Michelin a une réputation de qualité exceptionnelle. Lorsque j'ai rejoint le groupe Michelin en 96, lors d'un de mes premiers déplacements aux États-Unis, je me souviens toujours qu'à l'immigration, l'agent d'immigration m'a demandé pour quelle entreprise je travaillais. Je lui ai dit Michelin. Il m'a dit, ah, quelle belle entreprise. Vous savez, j'aime beaucoup ma femme, je lui ai acheté des pneus Michelin. Et ceci, aux États-Unis, et tout était dit. Et aujourd'hui, peut-être le savez-vous pas, mais si on regarde ce qu'on appelle la brand equity, c'est-à-dire la force de la marque, est d'être plus forte en Chine qu'en France. Ce qui montre, si vous voulez, à quel point l'élément qualité est fort, à condition néanmoins que la marque en permanence s'appuie sur cet élément de qualité. Il y a des tests aux États-Unis réguliers qui sont faits par un institut qui s'appelle J.D. Powers. Sur les 10 dernières années, il y a eu 60 awards, 60 récompenses. Michelin en a eu 54. Donc vous voyez cette force très forte. Alors le bibendum
a maigri au cours des années parce qu'il était un peu pesant, il donnait l'impression de courir en s'épuisant. Donc on a essayé de lui donner un look un peu plus jeune et un peu plus accueillant. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc une industrie, oui, 187 milliards, ça fait quand même pas mal de monde, pas mal d'activités, mais vous voyez, encore une fois, j'insiste sur la partie gauche du tableau qui voit apparaître de nouveaux acteurs, des acteurs qui ont des ambitions considérables. Voilà ce que je peux vous dire sur ce camembert. Quelques mots encore peut-être sur Michelin, je ne sais pas si j'ai un autre slide. Bon, simplement, vous voyez, Michelin, c'est 41% en Europe, 35% en Amérique du Nord et 24% le reste. Et la France, c'est moins de 10%. Et aujourd'hui, comme toutes les multinationales françaises, il est évident que le marché français est un marché qui est stable, alors que les marchés, ou voire même en régression, alors que les autres marchés du monde sont tous en très forte croissance. Un des grands enjeux de Michelin est à l'évidence d'accélérer son développement en Amérique du Sud et surtout en Asie, et j'en dirai un petit mot tout à l'heure. Vous voyez que nous avons déjà 15 400 personnes en Asie, auxquelles il faut rajouter près de 800 personnes qui sont en Inde. Et vous voyez qu'un autre enjeu également, c'est quand on a pratiquement 70 nationalités représentées dans son personnel, un des grands sujets est d'assurer une bonne cohésion, une bonne cohérence autour de valeurs communes. Et ceci n'est pas toujours facile parce que les différences culturelles sont très fortes. Elles sont déjà très fortes, par exemple, entre Européens et Américains, mais elles sont encore plus fortes quand on se tourne vers l'Asie. Et l'enjeu là est d'abord de garantir à tous des promotions, qu'il n'ait pas le sentiment que les jobs les plus élevés sont réservés aux Français, mais qu'au contraire, il y a des places pour les Chinois, pour les Américains, pour les Polonais, pour les Russes ou pour les Indiens. Et là, il y a tout un travail aujourd'hui pour faire émerger de nouveaux talents dans ces pays, mais aussi de garantir cette espèce, ce qui pour moi est fondamental, c'est cette homogénéité entre tout le monde. Et ceci repose sur deux principes assez simples. Le premier, c'est que contrairement à ce que certains peuvent craindre, les valeurs qu'on peut avoir dans une entreprise, des valeurs de respect des personnes, des valeurs de respect de son produit, de respect de l'environnement, sont parfaitement universelles et qu'il n'y a pas de raison qu'un Chinois ne les accepte pas. Par contre, il faut savoir souvent adapter l'expression de ces valeurs aux différentes cultures, ce qui conduit donc dans ce domaine à diversifier beaucoup les modes d'expression, mais en gardant des lignes directrices extrêmement strictes. Je suis au conseil de Lafarge et un sociologue du travail récemment a fait une étude. Lafarge, comme Michelin, a fait un certain nombre de documents dans lesquels il décrit la culture de l'entreprise et les règles qu'on doit appliquer. Et il a eu la sagesse de faire rédiger en premier lieu dans chaque zone. Et on voit par exemple que le début qui dit ces règles doivent être, il y a un certain nombre de règles qui doivent être appliquées. En Amérique, ces règles doivent être comprises et appliquées. En France, ces règles doivent être comprises, acceptées et appliquées. Bon, la différence est nulle, bien entendu, mais il y a une petite concession à l'esprit frondeur du français. Voilà ce que je voulais vous dire à partir de ce tableau où on pourrait parler pendant des heures. Encore une fois, il faut qu'on revienne au caoutchouc. Je ne sais pas si j'ai peut-être encore sur Michelin, peut-être un ou deux autres slides. Je sais pas. Oui, ça simplement pour vous rappeler les produits. Oui, qu'on fait de tout. Monsieur Allais a tout à fait raison de rappeler que dans les pneus touristes, on met aujourd'hui très peu de caoutchouc naturel et qu'au contraire, les pneus poids lourds que vous les voyez en haut à gauche sont très très riches en caoutchouc naturel. On n'a pas su aujourd'hui remplacer le caoutchouc naturel par le caoutchouc synthétique. Il y a des problèmes d'échauffement. Le caoutchouc naturel est de ce point de vue plus performant. Donc voilà, ça c'est un petit peu un exemple. Peut-être simplement cet engin chacun de ces pneus consomme l'équivalent de ce camion dont vous voyez la taille du conducteur à côté. Je crois que c'est combien la production de 4 ou combien des verres en caoutchouc naturel. Voilà, il faut une tonne de caoutchouc naturel par pneu et comme un arbre produit une tonne par hectare. Vous voyez, donc c'est donc une année. Voilà. Et comme ça a été tout à l'heure, les avions sont effectivement beaucoup plus riches en caoutchouc naturel. Et peut-être simplement pour terminer, parce qu'encore une fois, je crois que le plus intéressant est à venir devant vous avec Jérôme Bonsajon. Je crois que j'ai un dernier slide qui avait pour but simplement de vous rappeler que le caoutchouc a un bel avenir devant lui pour une raison simple, c'est le nombre d'habitants ou plutôt le nombre de véhicules. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y avait 800 millions de véhicules en l'an 2000. On en prévoit le double en 2030. Et j'ai une petite carte là qui vous montrera un petit peu comment ça va se répartir. Cette carte, si vous voulez, la surface des pays est en fonction du nombre de véhicules. Donc vous voyez qu'en 2030,
On voit bien que l'Amérique du Nord, et vous voyez, entre 2000 et 2030, regardez, non, si vous pouvez revenir en arrière, voilà, en 2000, vous voyez que la Chine et l'Inde sont tout petits, l'Amérique est gigantesque, la France est très grosse, l'Allemagne en bleu est gigantesque et l'Amérique du Sud est petite. Si vous passez en 2030, maintenant, c'est le slide suivant, si vous arrivez, regardez la taille qu'a pris la Chine. Vous voyez que la France, c'est pas trop mal. L'Amérique reste très forte, l'Amérique du Nord a à peine grossi, l'Afrique, il faut la chercher. L'Italie, vous voyez, on voit que l'Europe reste quand même, mais que la taille comparative de la Chine plus l'Inde, elle est évidemment totalement changée par rapport à l'Europe et même par rapport à l'Amérique du Nord. Donc, ceci veut dire qu'il y a donc d'excellentes perspectives pour notre... Vous voyez, au passage, je voulais souligner, c'était déjà le cas aujourd'hui, regardez la taille du Japon. Vous voyez, qui est très supérieure à sa surface géographique, et donc ce qui montre bien, et ça en 2030, même si vous reveniez en 2000, le Japon était déjà très surpondéré. Il n'y aura pas beaucoup de changements. Voilà. Alors, ça veut dire beaucoup d'investissements, et je voulais juste terminer pour vous montrer, pour dire que l'industrie du climatique est une industrie extrêmement intensive en capital. Vous avez ici une photo d'une des dernières usines que Michelin a construite en Chine. Le drapeau vous le montre. Voilà une usine, si vous voulez, de pneumatique qui aujourd'hui, progressivement, va devenir le standard mondial. C'est un investissement de l'ordre d'1 milliard de dollars. C'est un investissement, la partie couverte, si vous voulez, tout ce qui est couvert représente à peu près 3 fois le jardin du Luxembourg, si vous voulez. Voilà à peu près la surface couverte. Et ceci donc dans le Liaoning, au nord de la Chine. Donc c'est une industrie extrêmement lourde en investissement. Et voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire un peu sur l'aval, c'est-à-dire l'exploitation des produits. Vous rappelez peut-être quelques petits messages, mais surtout, je pense ce qui est intéressant pour vous aujourd'hui, c'est de voir ce qu'on peut dire aujourd'hui de l'exploitation, c'est-à-dire de l'évéaculture, où est-ce qu'on le cultive et comment on arrive. Vous avez entendu tout à l'heure, 6 millions de personnes vivent du caoutchouc naturel, comme Michelin consomme 10%, vous voyez, ou plus, enfin 20 millions. Et donc il y en a 2 qui travaillent pour Michelin, 2 millions de paysans qui travaillent pour Michelin dans le monde. Voilà, je passe la parole tout de suite à Jérôme Monsageon.